voudrais que vous applaudissiez le patron d'Orange Business Services, Vivek Badrinath. C'est encore plus incroyable que je croyais. Merci Gérard. Merci Gérard. Merci Gérard. Alors après une intro comme ça, à la limite, je sais pas trop ce que je... Oui, ben voilà quoi. Non, c'est un plaisir d'être ici ce matin. En plus, c'est un vrai plaisir d'être avec vous. J'ai eu la chance de pouvoir arriver hier soir et de croiser certains d'entre vous et de retrouver avec beaucoup de plaisir d'abord l'ambiance et le milieu de la sécurité. Il se trouve que pour différentes raisons qui seraient très longues à expliquer, j'avais eu l'occasion d'interagir avec certains d'entre vous il y a quelques dizaines d'années, du temps où les ordinateurs étaient encore à lampe, quoi. Hein. Allez, disons les années 90-95, sur des sujets compliqués au moment où le commerce électronique se mettait en place et où donc un certain nombre de débats complexes sont tenus sur les technologies de sécurité. Donc j'avais gardé un excellent souvenir de mes échanges dans ce secteur, parce que ce que je constate, c'est que face à la menace, il y a beaucoup de solidarité, beaucoup d'unité. Et puis, chez un opérateur, des gens qui ont envie de communiquer ensemble, des gens qui ont envie de partager, c'est plutôt un terreau favorable psychologiquement. Donc, j'ai toujours trouvé dans le monde de la sécurité cette volonté de partage qui est assez paradoxale quand on compare ça à l'image qu'a ce secteur. Bon, je vais vous parler un peu d'Orange Business Services au début, mais bon, la vidéo raconte à peu près tout ce qu'il y a à dire sur ce qu'on est, mais je vais quand même mettre quelques chiffres parce qu'il paraît que ça se fait. 7 milliards en 2010, presque autant en 2011. Il faut le savoir, allez, c'est un grand secret, mais on gagne encore de l'argent sur le téléphone, mais il y a de plus en plus de gens qui bougent le téléphone vers la VoIP, donc il y a quand même tous les ans un peu de baisse de chiffre d'affaires à cause de ça. Néanmoins, donc notre sujet, c'est un sujet de relais de croissance, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a des métiers traditionnels, il y a un peu de montée en débit sur les métiers traditionnels, et puis il faut aller chercher la croissance. Donc on est globalement stable, on est rentable, et on investit. À titre d'information, sur l'investissement mondial dans le réseau, c'est 750 millions en 2011. Et puis on est en train de compléter la construction de notre centre de calcul, dont je parlerai à Val-de-Reuil en Normandie, qui fait aussi son petit paquet de millions. Je n'ai plus le chiffre exact 2011-2012, mais sur l'ensemble de la période, la construction en question, c'est 450 millions d'euros. Voilà, donc on met de l'argent à la fois dans l'infrastructure informatique et dans le réseau pour rester dans la course et pour continuer à apporter des solutions à nos clients. Et puis le point de fierté, c'est ça que je mentionne en ce moment dans les points importants. Au premier semestre, eh bien, l'actualité nous a rappelé que oui, c'est possible d'acheter des liaisons ADSL à 29,99 plus ou moins TVA et de brancher un vague routeur dessus et de taper dessus et d'espérer qu'on va avoir le service. La réalité, c'est que pour une entreprise qui met sur son réseau des données de plus en plus critiques, qui pèse de plus en plus lourd dans ses process métiers, dans sa valeur, ben, il y a un moment où avoir des gens qui sont capables d'exploiter, de rerouter, de remettre en état un réseau, c'est important. On a eu coup sur coup les événements politiques d'Égypte, de Tunisie et puis de Côte d'Ivoire. On a eu des catastrophes naturelles, en particulier le Japon, parce que ça a duré assez longtemps, la remise en état, avec la difficulté de restaurer, compliquée par je dirais, le risque nucléaire autour de la centrale de Fukushima. Et puis on a eu quand même encore quelques petites ruptures de câbles. Dans tous ces cas, on est passé. Et quand je dis on est passé, ça veut dire que nos clients ont dit on n'a pas vu la différence. Un peu de ralentissement de trafic IP sur le Japon. Je pense que, et tout simplement parce qu'on prenait un autre routage que le principal. Voilà, c'est le genre de choses, c'est le genre d'impact qu'on a réussi à maîtriser. Et on l'a maîtrisé parce qu'on a un modèle industriel, parce que nos équipes savent faire de la reprise d'activité de région à région et qu'elles l'ont fait conformément au plan. Donc ce n'est pas seulement le fait qu'on ait des ressources pour le faire, c'est tout simplement qu'on avait un plan à l'avance et qu'on l'a appliqué. Tout ça paraît... je pense que ce sont tous ces sujets qui doivent vous parler, puisque ce sont souvent des orientations que vous essayez de faire prendre dans les maisons dans lesquelles vous occupez des responsabilités en matière de sécurité. Avoir un plan, avoir de la redondance, avoir des équipes qui sont capables de mettre en œuvre, ça fait vraiment partie du métier et c'est une de nos sources de fierté. Et puis bon, c'est Orange. Orange, 36e marque mondiale. On a regagné quelques places cette année avec un positionnement à la fois dans le marché grand public,
qui fait notre notoriété, et puis sur le marché entreprise, qui est un marché important pour le groupe. Alors, là, ce transparent, il fait en fait écho au film. Donc, je le redis parce que se dire qu'est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on veut être, c'est toujours utile pour se caler un peu les idées. Ben, on a une base. On connecte les équipes, les sites, les machines de façon fiable et sécurisée dans le monde entier. Donc ça, c'est vraiment le socle. Si on n'a pas de réseau, si on ne fournit pas les ressources, je dirais, qui permettent de connecter les sites, on est quand même un peu plus loin de notre métier de base. On a ce socle. Et dessus, à quoi ça sert? Ça sert aux équipes à travailler ensemble. C'était le téléphone, c'était la messagerie, c'est aujourd'hui la communication unifiée, ce sont les tablettes, ce sont les applications qui tournent au-dessus du réseau. On sert de l'autre côté sur ce qu'on a appelé auparavant les appels entrants, les numéros d'accueil, la relation client. Cette relation client, aujourd'hui, elle est totalement multicanale. La plupart des entreprises qui ont une relation client ont besoin d'offrir un accès web, un accès mail, avec gestion des messages entrants, un chat, le cas échéant, pour du dialogue interactif sur site web, et puis, bien sûr, le téléphone. Et donc, tout ceci doit s'interfacer de manière efficace avec un CRM qui lui-même brasse des données de plus en plus larges. Donc, les échanges avec les clients, ça fait partie du sujet. Et puis, au milieu, le développement du business. Donc là, on rentre dans les process de l'entreprise. On rentre dans les process de l'administration qui est sur tel ou tel domaine. Donc, si on prend un secteur comme la santé, on va trouver de la gestion spécifique à ce secteur avec, pour prendre notamment la gestion des données de santé, des agréments qu'on va chercher pour être capable de bien répondre aux besoins d'un secteur vertical. Si je prends le secteur des transports ou de la logistique, on développe des outils qui nous permettent de faire du suivi d'équipements, mais notamment parce qu'on crée de la valeur ajoutée en ramenant ces informations de manière sûre et fiable dans le système d'information de l'entreprise. Donc c'est vraiment ça la démarche d'ensemble. Un réseau fiable et sécurisé, aider la collaboration d'entreprise, aider la relation client, améliorer la performance de l'entreprise par l'apport des technologies de l'information, et tout ça avec une couche de service élevée. On est plutôt un acteur qui se positionne avec une intensité de service plus élevée et pas une commoditisation de nos prestations. Je vous le disais tout à l'heure, et c'est le dernier slide de stratégie de présentation globale d'Orange Business Services. Qu'est-ce qu'on est? On a un cœur de métier qui est sous la pression économique du fait qu'on est sur des métiers traditionnels, liaison louée, téléphonie traditionnelle, et on veut le transformer. Alors d'une part, dans ce cœur de métier, il y a du réseau, et c'est vrai que les usages se développent. Donc le métier traditionnel lui-même prend de la valeur. On avait des bureaux qui étaient connectés à quelques mégabits. Aujourd'hui, les clients nous demandent de l'Ethernet, nous demandent du mégabit, et donc là, il y a de la valeur. La vidéo tire très fort dans le sens de cette montée en valeur. Et donc, c'est pour ça que je tendance à rapprocher cœur de métier et vidéo et téléprésence, parce que je considère que c'est dans notre métier traditionnel le développement des usages qui permet de consommer plus de bandes passantes pour plus d'ergonomie. Et puis après, on va chercher de la croissance, et on va la chercher dans deux directions, très simples. D'abord, le service. Le service, pourquoi? Parce que les technologies de virtualisation permettent de rapprocher davantage l'infrastructure réseau et l'infrastructure informatique. Et elles permettent de découpler davantage les décisions dans le domaine applicatif de ce que l'on fait dans l'infrastructure. Donc on se dit, voilà, là, si on est capable de transformer du CAPEX en OPEX, si on est capable d'investir pour ensuite redistribuer de manière flexible à nos clients des équipements, enfin des fonctionnalités et de l'infrastructure, il y a quelque chose à jouer. On travaille sur un certain nombre de marchés verticaux. Et puis dans le service de communication unifié, je crois que les annonces de l'année dernière le montrent, enfin de l'année qui vient de s'écouler le montrent. On est en route vers la collision de deux paquebots. Les gens du mail, pour faire court, qui rajoutent inopinément une fonction de voix et qui rachètent juste un opérateur qui pèse 170 millions de clients. Vous voyez de qui je parle. Et puis de l'autre côté, les gens du routeur, qui eux aussi ont une très belle offre, et puis qui se disent quand même, là on va le mettre dans le cloud, il suffirait de rajouter une brique mail et ça va ressembler furieusement. Donc on peut s'attendre à un certain choc des titans dans ce domaine. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la collaboration unifiée, c'est un sujet qui probablement a gagné un an dans l'année 2011. Sentiment de fond,
quand je regarde cette industrie, c'est qu'en termes de calendrier de mise en œuvre, on s'attendait à ce que ce soit un sujet 2013. Aujourd'hui, avec un certain nombre de DSI, la question se pose déjà sur les sites un peu latéraux. Et puis ceux qui ont une vraie grosse transformation à faire dans cet environnement de travail se posent sérieusement des questions. Donc je crois que la com unifiée est un sujet où honnêtement on a notre place. Pourquoi? Parce qu'on maîtrise un peu toutes les différentes briques de technologie qui vont dans cette solution. Donc si on travaille bien, et si je veux gagner les félicitations de Gérard dans quelques années, on a intérêt à comprendre comment mener, en fonction de la position de départ des entreprises, nos partenaires et nos clients au bon endroit dans cette transformation des services de communication dans l'entreprise. L'autre axe de croissance, les marchés émergents, dans un monde qui parfois est un peu sinistre. Enfin, en ce moment, quand on se lève le matin et qu'on entend parler de la situation d'un certain nombre de secteurs économiques, notamment en Europe occidentale et je pense aussi bientôt en Amérique du Nord, compte tenu de la pression macroéconomique, il est clair que la plupart des grandes entreprises, et notamment les entreprises françaises, vont chercher leur croissance dans un certain nombre de pays émergents. Et que ça, c'est une tendance de fond. Ce sont des marchés sur lesquels il est plus difficile d'agir, où les risques sont différents, où les méthodes de travail sont différentes et où la disponibilité d'acteurs fiables n'est pas toujours équivalente. Donc pour les accompagner, là, on a quelque chose à faire. Et pourquoi on a quelque chose à faire? Parce qu'historiquement, on a toujours été présent sur le marché des multinationales depuis Global One, depuis Equant, depuis Sita, depuis le partenariat avec Sita. Et donc, on a cette présence dans 166 pays qui fait un peu notre force avec des investissements dans toutes ces régions pour pouvoir accompagner les grands groupes à l'international sur des infrastructures homogènes. Pourquoi? Parce que simplement, c'est un très bon moyen, avec l'infrastructure, de rendre homogènes les déploiements et donc de réduire les coûts derrière, puisque ça veut dire qu'on peut, de manière plus commode, exporter des solutions, des applicatifs, des méthodes qu'on a développées sur son marché traditionnel pour aller plus vite dans son développement dans les autres pays. Alors, si j'en viens maintenant à ce qui nous anime aujourd'hui, j'avais essayé avec Nicolas Furget de travailler là-dessus, de se dire, bon, quels sont les thèmes sur lesquels on a quelque chose à dire, quelles sont les grandes tendances qui pèsent, et c'est pour ça le dessin, il pèse, voilà, c'est ce côté, l'entreprise est sous une pression forte en ce moment de transformation. Si je refais un petit panorama de la sensation que j'ai eue dans les échanges avec les différents porteurs des problématiques informatiques dans l'entreprise en 2010, c'était, bon, on sort de la crise, on va regarder un peu si on réinvestit, mais bon, globalement, j'ai quelques plans d'amélioration de compétitivité, une légère vue du risque, mais bon, on est quand même là surtout pour tenir les budgets que la direction financière nous a fixés, et donc plutôt tension sur les coûts, optimisation, quelques transformations de data center, mais ça n'a pas été une année où on a vu tant de grands projets que ça. En 2011, l'actualité nous rattrape. Et elle nous rattrape à la fois par les usages dans les différents domaines qu'on a évoqués tout à l'heure, et puis par des forces en présence qui viennent peser sur les objectifs des entreprises. Alors, je vais en passer quelques-uns en revue. Alors, je vais d'abord plonger un peu dans celui-là, parce que ce qui est clair, c'est que là encore, dans les signaux faibles qui deviennent forts, il y a celui-là qui devient absolument assourdissant. Il y a un an, on disait, avec ce que j'appelle un peu c'est le management par l'anecdote, quoi. J'ai vu mes enfants, ils font du Facebook tout le temps. Bon, ouais. Les jeunes chez nous, ils ont râlé, ils prenaient Messenger, il fallait leur donner Messenger parce que si on ne donne pas Messenger, ils se mettent à passer par l'extérieur de l'entreprise pour pouvoir communiquer entre eux. Ouais. Mon PDG veut brancher son iPad sur le SI de l'entreprise parce que son copain de la boîte d'à côté, là aussi, et il veut le même jouet. Bon. Ça, c'est du 2010, ce que j'appelle management par l'anecdote. 2011, c'est même plus une anecdote, c'est un sujet. Alors, on est pour, on est contre. Si on fait je pense que vous l'avez entendu dans la journée d'hier et vous l'entendrez encore. Je crois que maintenant, la question n'est plus la même. La question, c'est comment on le gère efficacement, comment on gère un certain nombre de tendances de fond. Je vais vous donner quelques chiffres qui sortent d'une étude assez profonde qu'on a faite avec Ipsos récemment et dont on diffusera davantage d'éléments prochainement. Mais bon, j'ai eu droit à une petite prévue du dossier, donc je peux piquer les chiffres avant qu'on les annonce.
80% des utilisateurs français utilisent au moins un élément personnel dans leur travail, soit un terminal, soit une connexion. C'est vrai, non? Enfin, ça étonne personne, mais enfin 80%, quoi. Hein. Ça veut simplement dire que quand on conçoit notre périmètre d'accès à l'infrastructure pour un employé, il faut avoir en tête que 80% d'entre eux passent par ailleurs. Enfin, qu'il y a un maillon de la chaîne qui n'est vraiment pas sous maîtrise. Donc penser la chaîne uniquement en termes de SMS sur le PC, VPN en entier, c'est plus le sujet. Traduction pour nous, on vendait Business Everywhere pour le nomadisme. Aujourd'hui, Business Everywhere, en tant que produit, en tant que fonctionnalité, c'est 80% des cas, puisqu'il va falloir monter au moins un VPN décent pour arriver à donner accès aux ressources informatiques de l'entreprise. Toujours connectés, 30% des utilisateurs français ont un lien permanent avec le travail via un smartphone, via un smartphone connecté de manière efficace aux ressources de l'entreprise. Le sujet des propres outils, le Bring Your Own Device, qui est un sujet à la mode, hein, mais qui est un sujet à la mode qui nécessite de notre part, ça c'est l'autre sujet sur lequel il ne faut pas qu'on se loupe, je crois qu'il est temps, dans les 3 à 6 mois à venir, que cette industrie établisse des standards de comportement. On le voit, les livres blancs de l'ANSSI, là je vois Patrick devant, donc je vais faire un peu de pub aussi, ça donne un cadrage. Je crois que cette industrie a besoin de faire ce cadrage aussi sur des sujets un peu embêtants, comme gestion RH des terminaux, gestion fiscale. Il y a peut-être une fenêtre aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais en 2012, peut-être qu'on sera audible, pour retravailler les cailloux dans la chaussure fiscale qui rendent peu flexible la gestion des terminaux personnels et professionnels. Est-ce que c'est la question sempiternelle de l'avantage en nature? Et là, il y a un sujet à traiter, dans un sens ou dans un autre, mais en tout cas pour rendre la gestion de ces complexités plus simple. Mais on aura un nouveau standard de comportement, d'interaction de l'employé avec l'entreprise, avec son terminal, qui doit se mettre en place. La voiture de service ou l'usage de l'automobile dans le travail a donné lieu à un corpus de 100 ans de négociations dans l'entreprise et avec le fisc. Je crois que l'équipement informatique et télécom, c'est un sujet qui va se traiter. Et qui se traitera avec, du coup, l'opportunité de rouvrir ce débat sur qu'est-ce qui est acceptable, pas acceptable, les clauses, l'étanchéité entre les données personnelles et les données professionnelles, qu'est-ce qu'on accepte en fonction du profil de l'employé, qu'est-ce qu'on n'accepte pas, l'occasion de redire cette segmentation, parce qu'aujourd'hui, on est en train de se perdre. Dans la plupart des entreprises, ce qu'on arrivait à segmenter avant, on a plus de mal à le segmenter. Pourquoi? Parce que ça devient mass market. Parce que quand je vais dans un bureau, dans un centre d'appel, je vois des iPhones sur les tables parce que les gens ont envie de se payer un iPhone. Donc, ce qu'on traitait en disant « ça, c'est les VIP, c'est bon, on le gère avec la cellule VIP », ça n'existe plus. On est dans une fluidité, ce qui veut dire que la segmentation par la criticité de l'information redevient un besoin et que ce process-là, il va falloir recommencer à le faire. Donc pour moi, c'est un sujet 2011, c'est un sujet qui va nécessiter un travail de fond. On a pour ambition de contribuer à ce débat et d'apporter des idées, de les mettre sur la table et d'aider les entreprises à avancer vers des politiques. Et c'est ce sur quoi je vais passer un peu de temps dans les prochains mois. Sur tablettes et smartphones aussi, enfin, clairement, les chiffres sont simples. En 2011, il y a plus de tablettes et de smartphones vendus que de PC et de laptops. Voilà, donc c'est un sujet maintenant, je crois qu'on ne peut pas le négliger. Et les usages progressent 2 fois plus vite que le parc. Traduction, volume de données, temps passé sur les applications, c'est encore 2 fois plus vite. Donc vous avez une progression du parc qui est considérable, un élargissement de la gamme de prix des smartphones qui continue, et donc il faut rajouter le fait que les gens l'utilisent. Deuxième grand sujet, le cloud. Le cloud, alors là, oui, finalement, on avait fait le bon slide conceptuel avec tous les... Enfin, qu'est-ce que le cloud, les différents niveaux. Vous avez fait un truc un petit peu d'ingénieur, quoi. Et puis, en fait, on s'est dit, non, c'est pas ça qu'on a envie de vous dire. Juste envie de rappeler, vous le savez, mais il faudrait le redire, que le cloud n'est pas l'Internet, que dans le monde entreprise, le cloud, c'est justement mettre l'infrastructure informatique dans un environnement sécurisé qui est connecté à un réseau d'entreprise étanche de l'Internet,
ou en tout cas avec des gateways qui sont contrôlés. Donc en réalité, on a une déformation linguistique. Quand on me dit cloud, on pense Internet parce que Amazon, mais la réalité, c'est que pour les entreprises, ce n'est pas du tout ça, et ce n'est jamais ça. Sauf pour l'accès à du software as a service. Mais pour de l'infrastructure, l'entreprise a vocation à mettre des ressources informatiques dans son réseau privé virtuel. Et nous, on est membre de la Cloud Security Alliance, et c'est justement aussi pour ça, c'est pour remettre ces standards en place, pour éviter que ce vocable un peu marketing vienne polluer complètement les perceptions avec des impressions fausses. Donc nous, on maîtrise nos data centers, notre travail, c'est de savoir où sont les données. Le cloud, c'est... Enfin, ce que je dis souvent à des RSSI ou des DSI dans pas mal d'entreprises, je dis, bah oui, vous préférez quoi? La gestion d'une... Vous pensez qu'on est dans une meilleure situation de sécurité quand vos données et votre processing sont dans un centre de calcul d'un grand opérateur ou d'un grand intégrateur ou d'un grand hébergeur avec une équipe de sécurité qui surveille 24/7 ou sous un bureau ou dans la salle machine d'un bureau où il n'y a personne le soir et où le service de nettoyage est le seul à avoir la clé après 21h. Bon, perception relative quand même. Et c'est quand même ça le sujet. C'est-à-dire que, ah oui, mais moi je ne vais pas mettre ça dans le cloud, à comparer à une situation où on a encore des données qui sont stockées à l'extérieur et hors de centre de calcul. Et là, je parle d'entreprises de taille moyenne ou de sites qui sont moins industrialisés. Il y a un coût qui est partagé grâce au cloud qui mérite qu'on s'y arrête. Et donc, on maîtrise nos data centers et on continue à les déployer. Petit rappel, ah oui, celle-là symbolise assez bien ce qu'on veut faire. On a mis en place, on est en train de mettre en place avec CITA ces centres de calcul à travers le monde. Pourquoi est-ce qu'on le fait et pourquoi est-ce qu'on le fait avec CITA? Je vais prendre 2 minutes pour vous en parler parce que je trouve que c'est un cas d'école cloud qui est assez intéressant. D'abord, CITA, vous savez qui c'est ou pas? La plupart savent. Société internationale des télécoms aéronautiques. C'est donc l'opérateur de la communauté des compagnies aériennes. C'est une coopérative. Quand je dis que c'est une coopérative, ça a le statut d'une coopérative au sens où les membres cotisent et ils achètent du réseau et ils ne sont pas supposés faire de profit, mais ils sont supposés développer les fonctionnalités d'informatique et de télécom pour le secteur aéronautique, qui présente quelques caractéristiques intéressantes. D'abord, c'est un secteur qui a besoin de beaucoup de traitements d'informations, puisque tout le flux de réservation, gestion, billets, cartes d'embarquement, bagages, relations avec les autorités publiques, parce qu'on envoie des informations, les manifestes de vol doivent passer, ils sont sécurisés. Donc, données privées, gros volume, criticité. Criticité, pour une raison toute simple, si à la porte, la petite boîte bleue qui fait bip ne marche pas au moment où vous passez la porte, eh bien l'avion ne peut pas décoller. Et ça, c'est des milliards. Donc voilà, pour certains d'entre vous, je suis dans la banalité totale, mais ayez en tête ces caractéristiques. C'est un secteur qui présente beaucoup de caractéristiques d'intensité de besoins d'informatique et de télécom élevés. Et puis, autre caractéristique, très souvent, le modèle économique ou le modèle organisationnel d'une compagnie aérienne, allez, on va prendre un KLM ou un Lufthansa ou British Airways, c'est un siège central immense dans son pays d'origine, puisque la plupart de ces opérateurs ont un pays d'origine, ces acteurs ont un pays d'origine, et puis des sites éloignés, petits, difficilement maîtrisables parce que dans des lieux, somme toute, publics. Je prends l'escale Lufthansa de Johannesburg. Il y a 2 vols par jour de Johannesburg à Francfort et Munich. Elle est ouverte 4 heures par jour. Et c'est un petit bâtiment pas très sécurisé en soi, puisqu'il est dans l'aéroport et qu'on sous-traite beaucoup de services dans un aéroport, puisque justement, c'est un environnement qui est exploité par l'opérateur infrastructure aéroportuaire. Clairement, là, vous avez très, très envie de pouvoir mettre vos applications dans un site central et pas de les laisser traîner dans un PC qui est sous un bureau dans une agence qui n'est ouverte que 4 heures par jour. Et en revanche, vous avez besoin que les cartes d'embarquement s'enregistrent d'avoir un temps de transit suffisamment court pour qu'on n'attende pas l'ordinateur pour pouvoir faire passer les clients, parce qu'on a un avion à remplir. Bon. Donc, on a bâti cette infrastructure pour avoir des data centers à proximité de nos sites clients, pour avoir une homogénéité de l'infrastructure informatique, donc une architecture identique entre tous ces sites, ce qui est quand même le Saint Graal, ou alors j'ai loupé quelque chose en informatique, mais quand on arrive à avoir une infrastructure totalement
homogène et tenu par dans le même design architectural, je crois qu'on a un avantage concurrentiel. Et on a travaillé toute l'année dernière. J'ai passé un an à être insupportable avec tous mes collègues en disant « Vous avez tous raison, mais il y a un seul produit et c'est notre architecture de produit flexible computing et tout le monde s'en servira. Et celui qui pense que c'est différent n'a même pas le temps de m'expliquer pourquoi ça doit être différent. » Donc de la dictature normale, quoi. Enfin, mais c'est indispensable. Si vous voulez démarrer ce découplage entre applicatif et infrastructure, il y a un moment, il ne faut pas être intelligent, il faut tenir une spécification de bon niveau qui soit cohérente. Et donc là, il y a un engagement de l'entreprise autour de l'idée qu'on va arriver à cette portabilité applicative et on pourra aller vers le cloud par une homogénéité à la fois pour nos besoins propres et pour nos besoins externes. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et puis Val de Reuil, 450 millions d'euros. Là, c'est justement ce côté hybride entre les 15 000 VM du groupe France Télécom pour ses besoins, puisqu'on a quelques clients grand public qui ont besoin d'un peu de facturation, et puis les besoins des entreprises qu'on est prêt à héberger dans ce centre de calcul qui est effectivement un objet hybride, puisqu'il est à la fois pour nos propres besoins et pour nos clients. C'est un campus, donc il y a des bâtiments distincts, etc. Donc on sait faire des choses qui apportent l'étanchéité nécessaire et suffisante aux besoins des différents clients. Mais néanmoins, c'est un gros investissement avec une efficacité énergétique qui va être, je pense, au moment où il sortira, puisque c'est toujours une course à la pointe de son industrie. Et puis, derrière ça, alors, on a un SOC de moins qu'IBM. Je ne sais pas si on doit en être fier, mais on a 8 SOC qui sont actifs sur l'ensemble de cette infrastructure avec des niveaux de performance ou de technicité différents. Donc là, l'infrastructure mondiale, on l'ouvre en 2012. Val de Reuil ouvre en 2012. Tout ça, c'est dans l'intervalle, on a déjà des centres de calcul. Les 8 SOC existent déjà. Ils ont des spécialités différentes. Pour certains, ils sont sur le territoire national et particulièrement sécurisés. Pour d'autres, ils exploitent les réseaux IPVPN d'un certain nombre de grandes multinationales et gèrent une partie du risque sur des volets interface vers l'Internet ou gateway Internet pour un certain nombre de clients, notamment en Asie-Pacifique. Mais voilà, on a bâti au total un volant de compétences qui commence à être tout à fait significatif et qui nous permet d'envisager de vous accompagner dans ce domaine. Je vais aller plus vite sur le sujet suivant, simplement pour vous dire, il y a beaucoup de données. Un mauvais jeu de mots. En plus, elles ne sont même pas toutes en SQL. Hein. Oui, donc je ne sais pas si c'est bien ou mal. Ça dépend des jours. Les données explosent hein, et elles sont non structurées. Elles posent des problèmes différents parce qu'en plus, elles n'ont pas forcément un statut tout à fait homogène. Je prends un exemple tout bête. Quand vous interfacez un CRM avec une fonction de recherche sur Internet sur le client et que son nom s'affiche, vous rentrez dans des sujets un peu douloureux du point de vue de la CNIL. C'est vrai. Alors que ça partait d'une bonne intention. L'idée de se dire, ah bah tiens, si le conseiller client peut savoir un peu des choses sur le client par son profil Internet au moment où il prend l'appel au téléphone, c'est plutôt pas bête. Ça fait de l'intimité client, etc. Oui, mais c'est un peu trop. Je pense que cette gestion des données va devenir aussi, du point de vue juridique, un sujet intéressant. Et je crois qu'on a, en tout cas sur le stockage, on le constate, notre capacité à variabiliser les coûts pour des acteurs de tout secteur fait partie des choses qu'on a envie de déployer. On a envie d'avoir l'opportunité d'offrir à des acteurs de taille moyenne particulièrement, qui ont besoin de gérer de plus en plus de flux de stockage, la capacité à monter et descendre leur volume de manière flexible. Et donc ça, c'est un de nos sujets. Et donc dans la gamme Flexible Computing, il y a Flexible Storage, etc. Donc c'est la gamme du stockage flexible et aussi de l'archivage flexible qui est un sujet intéressant. Bon, ça, j'ai l'impression de, comment on dit, les Anglais disent on amène du charbon à Newcastle. Bon. Venir expliquer aux assises de la sécurité qu'il paraît que le monde est dangereux, ça... Oui, à la limite, c'était presque, vous savez, on se fait des petits paris. Je vais leur dire que le monde est dangereux, on va voir s'ils rigolent. Ils ont souri, au moins. Oui, les attaques sont de plus en plus ciblées, plus sophistiquées. Nos SOC nous le disent jour après jour. On fait moins, allez, je suis toujours épaté par le marketing que Verizon fait du sujet. Parce qu'effectivement, c'est bien ce qu'ils font, enfin, le Breach Report.
Je suis toujours un petit peu mal à l'aise parce que je me dis, bon sang, en parler autant, est-ce que c'est raisonnable? Mais bon, je pense qu'en fait, il faut en parler. Donc je pense qu'ils sont dans le vrai. Parce que quelque part, expliquer que la menace est réelle, c'est atteindre ceux qui auparavant n'avaient pas d'enjeu de sécurité, mais commencent à en avoir, mais qui n'ont pas forcément la taille critique pour s'en rendre compte. Je veux dire, un événement comme celui-ci, il permet à tout le monde de partager de l'information au bon niveau sur des sujets vraiment subtils. Et donc, en fait, je crois que la lucidité est probablement une des meilleures médecines dans le domaine de la sécurité. Donc, en réalité, c'est un bon sujet. Bon, pour notre part, on manage 100 000 équipements de sécurité à travers le monde. Et aujourd'hui, on continue de renforcer l'offre, notamment avec des volets de méthode et puis des fonctionnalités dans les équipements. Éducation des utilisateurs, protection des terminaux et puis un certain nombre de sujets de coopération avec des grands acteurs du secteur, justement pour renforcer l'offre. Donc, message principal ici, quand même, un SOC qui est confronté à la variété de ces menaces, c'est quand même un avantage. Je le redis souvent, chaque fois que je suis dans une école d'ingénieurs, je dis aux élèves, un bon ingénieur, c'est quelqu'un qui fait face à de bons problèmes, en nombre, et c'est comme ça qu'il devient bon. On est incompétent le jour où on sort de l'école, puisque la technique, elle, avance et qu'on n'apprend plus à l'école. Mais en revanche, se poser des bons problèmes, ça permet d'avancer. Rien n'est... Enfin, s'il y a bien un secteur où c'est vrai, c'est la sécurité. Enfin, et vous le voyez tous les jours, quand vous voyez vos ingénieurs sécurité, c'est la confrontation au quotidien à des attaques en tout genre, c'est la pratique qui fait le talent. Et après, la taille critique d'échange, d'expertise, de confrontation des cerveaux qui permet d'être vraiment pertinent dans ce sujet. Et puis la taille critique fait aussi les process sous-jacents de gestion, de documentation, d'archivage, de réplication, de contre-mesures, etc. Pardon. Donc en clair, sur ces domaines, la gestion des équipements de sécurité et les équipes qui sont en support, ça fait partie vraiment de nos avantages concurrentiels. Et puis, bon, alors là, je vous ai mis toutes ces horreurs qui, je ne sais pas pour vous, mais chaque fois qu'on en reçoit un, et que vous le présentez en comité exécutif en disant, bon, ben voilà, à partir de dorénavant, on va devoir faire de l'Eurosox. On a PCI DSS et on avait oublié. Je ne sais pas si vous l'avez jamais entendu, celle-là, mais moi, je l'ai entendue 10 fois en 12 mois, dans des grandes entreprises ou des morceaux de l'entreprise qui disent, ah ben, il y a PCI DSS, on avait oublié de se mettre en conformité, ça va nous coûter tant. Et c'est embêtant. En général, ces sujets-là provoquent un soupir de dépression dans la plupart des comités exécutifs. Donc, c'est des sujets durs sur lesquels, et le pire, c'est le manque d'anticipation parce que c'est un petit côté, et en plus, je dois passer à la caisse. Donc, sur ces sujets-là, on est en amont, on essaie de discuter avec les acteurs du secteur, je pense notamment au secteur des paiements, parce que la monétique, on a toujours été assez proche des grands visas EMV et on a envie de continuer à l'être et de travailler avec eux. Et puis d'autre part, on a une expérience à la fois interne et externe et on continue de développer des offres là-dessus. Et puis le cas qui, lui, me semble le plus porteur, c'est celui de l'hébergement des données de santé. Parce qu'en revanche, s'il y a bien un sujet, c'est l'hébergement de données de santé. Je considère qu'aujourd'hui, la réglementation ouvre le champ des possibles de manière extrêmement positive. Parce que ça a libéré les esprits. C'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure sur l'usage professionnel, personnel des équipements. Si on arrive à se fixer un standard, réglementé ou pas en l'occurrence, mais au moins affiché et clair, on libérera les esprits plutôt que de courir après des difficultés. Donc je crois qu'on a là des opportunités intéressantes. Donc là, mon petit style marketing qui me permet de faire la publicité de mon ami Nicolas Furger, qui a regroupé sous son autorité l'ensemble de nos activités. On était un peu le Orange Business Service, c'est le monsieur Jourdain de la sécurité. On en faisait un peu partout, on faisait du SSL dans les offres data, on faisait de l'IPVPN, donc forcément il y avait... Et dessus, on connectait dans un certain nombre de cas des équipements de sécurité un peu costauds. Et on s'est dit, il faut quand même qu'on reprenne cette vue d'ensemble. La sécurité sans vue d'ensemble, c'est juste une aberration. Et donc, on a mis sous l'autorité de Nicolas, qui me rejoindra pour les questions tout à l'heure, l'ensemble de ces problématiques qui démarrent avec du service du conseil autour de ces nouveaux sujets, et on essaie de les comprendre à votre contact de mieux en mieux. Des solutions, alors des solutions autour de la grande famille, firewall, contrôle d'accès, SSL, filtrage web, proxy, antivirus sur le flux, etc. Protection des données sur smartphone, tablette, domaine émergent sur lequel on investit beaucoup d'R&D, beaucoup de développement, beaucoup de partenariats avec différentes solutions technologiques. C'est un axe d'effort important pour une raison toute simple.
et là, stratégiquement, elle vous paraîtra évidente. Si on ne veut pas juste vendre du smartphone au prix, au kilo ou à la tonne, il va falloir qu'on fasse quelque chose d'intéressant avec. Jusqu'à 2010, l'abonnement téléphone mobile, c'était un sujet quasiment de services généraux dans la moitié des entreprises. C'est vrai, hein? La moitié des entreprises disaient « Bon, oui, c'est bien, c'est intéressant tout ce que vous racontez, les mobiles, c'est super fascinant. En attendant, ça coûte vraiment cher. Vous voyez la direction des achats et si vous avez un échantillon, on en discute, quoi. » Voilà. C'était ça l'acte de vente du mobile. 2011, c'est l'année où les services informatiques des entreprises, dans une lecture large, ont l'opportunité positive de reprendre le pied là-dessus. 80% des utilisateurs utilisent un terminal, un équipement personnel dans la chaîne de valeur du traitement de l'information dans l'entreprise. Ça redevient un sujet de DSI et je crois que là, ça devient incontestable. Les smartphones permettent de faire davantage. Le déploiement d'applications métiers en applet sur smartphone, c'est un vrai sujet important, utile et essentiel pour la performance de l'entreprise. Donc, il va falloir y aller. Mais ça, pour le coup, ce n'est pas les services généraux qui vont le faire. Avec tout le respect que j'ai pour ces entités, mais ce n'est pas là le sujet. Il y a une valeur à connecter ça à l'applicatif. Donc, c'est un sujet de DSI. Et donc, c'est une année où, on développe des solutions pour intégrer avec l'Active Directory, avec différents morceaux de la chaîne applicative, la gestion administrative et technique des smartphones. Donc, c'est un axe d'effort sur lequel je considère qu'il y a beaucoup d'importance. Et puis, on a différents modèles de fourniture de services qui vont dépendre de votre appétit pour tel ou tel modèle. Qui vont dépendre du mode organisationnel de l'entreprise. On va du totalement managé à de la prestation technologique fournie sur site ou hors site pour tel ou tel morceau de la chaîne de valeur. Voilà, donc c'est ce qu'on essaye de faire en rassemblant, en essayant d'avoir une première vue un peu globale de la sécurité. C'est la première année de notre démarche. En revanche, la sécurité, on l'a mis au cœur de Conquête 2015, notre programme. Donc moi, j'ai pris des engagements vis-à-vis de mon patron sur le fait que la sécurité devienne un des morceaux importants de notre stratégie. J'ai eu le plaisir, lors d'un événement client récent, de l'entendre répondre à un grand compte qui disait « Si vous aviez une raison pour laquelle on devrait choisir Orange », il a répondu « sécurité, fiabilité ». Et je crois que c'est un bon signal. Stéphane Richard considérait que dans le paysage économique français, le rôle d'Orange Business Services vis-à-vis de ces grands comptes, il centre autour de ces deux valeurs. Donc, il nous importe d'être à la hauteur de cette attente, ce qui veut dire que tous les jours, on doit être meilleur, on doit livrer ce que vous attendez. Mais en revanche, je crois que sur le sujet sécurité, ça nous donne une bonne envie de réussir et d'avancer. Voilà, je suis là pour toutes les questions que vous voudrez vous poser. Je prends la flotte. Oui, parce que c'est lui qui sait, en fait. Mais c'est toi qui parles. Ouais. Ouais, voilà. C'est comme ça que ça marche. Bonjour. Éric Dommage, je suis pas consommateur de services. Vous pouvez me répondre honnêtement. J'analyse et je commente. Quand on regarde votre posture aujourd'hui en termes de sécurité, vous êtes plus petit qu'un Verizon Business Service, plus petit qu'un IBM, pas très loin de la taille d'un BT, qui sont des gens qui, dans les 10 dernières années, ont fait des efforts considérables d'acquisition, de structuration, d'intégration. Quel chemin avez-vous choisi pour rejoindre leur taille, qui semble être une bonne ambition pour vous? Comment vous allez faire pour être au moins à la taille d'un BT Global Services, si c'était à la taille d'un VZB dans peu de temps? Alors, il y a une dimension que BT n'a pas, qui est quand même la mobilité, sur laquelle j'ai un avantage concurrentiel. Ça, c'est un sujet. Et je pense que la mobilité devient une des grosses vagues qui change un peu ce business. Je peux vous dire que la mobilité, j'ai eu le privilège d'être dans les équipes techniques d'Orange depuis le lancement de la 3G, c'est-à-dire avant, il n'y avait pas vraiment beaucoup de data quand même, on faisait un peu de GPRS, mais ce n'était pas pareil. Et j'ai attendu patiemment l'explosion de la data en disant « mince, il est vachement vite ce réseau quand même, qu'est-ce qu'on s'est embêté à faire de la data ?» 2005. Et puis avec l'arrivée de l'iPhone, qui a changé le monde, hein, et il faut le reconnaître tel que c'est, le déploiement du smartphone,
qui conduit aujourd'hui à ce que la data mobile soit un grand sujet. La phrase que je viens de prononcer tout à l'heure sur 2010, c'était encore oh là là, c'est cher ce truc, vous voyez les achats. Et 2011, comment on fait, quelle est notre stratégie smartphone dans l'entreprise? Je crois que c'est le premier facteur, parce que là, s'il n'y a pas un enjeu de sécurité, je ne sais pas où il est aujourd'hui pour l'entreprise. Enfin, je pense que c'est quand même, si je vous demande qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit, j'espère que rien ne vous empêche de dormir la nuit compte tenu des responsabilités élevées que vous avez tous. Mais néanmoins, s'il y a bien un sujet, c'est être sûr de ne pas se louper sur les terminaux mobiles. Je crois que ça fait partie des grands sujets. Donc je crois que ça, c'est un des sujets sur lesquels on a quelque chose à raconter, sur lesquels on développe des solutions. Et en plus, honnêtement, c'est un sujet sur lequel on met beaucoup d'énergie, quoi. Donc ça va nous aider aussi à avoir une vue complète. Et on traite un des trous de la chaîne, à mon sens, avec plus de pertinence que la moyenne des acteurs qui n'ont pas cette même expérience des réseaux de données, de ce que c'est qu'un GGSN, de par où passent les données, de qu'est-ce qui est sûr, qu'est-ce qui n'est pas sûr, c'est quoi l'interconnexion en data entre les opérateurs. Il y a des sujets compliqués là, il y a de la techno quand même. Et ça nécessite d'être près de la machine. Et ça fait partie des sujets sur lesquels on pense qu'on peut courir un peu plus vite. Deuxième chose, la communication unifiée. Là, pour le coup, on est tout à fait à parité avec les acteurs que vous mentionniez. Et le sujet de la sécurité, il vient de ces refresh-là aussi, en grande partie. Donc je crois que là, il y a une bonne plateforme sur laquelle agir. Après, il va falloir qu'on soit bon, on n'a pas été sur la cible. C'est vrai que si vous regardez VZB, ils ont été très présents sur une partie de la menace qui est virus, etc. Nous, on l'achète. Mais on l'achète à des grands. Hein, donc, on est partenaire avec des grands. Donc, c'est un autre choix. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on rentre dans le sujet par une expertise, parce qu'on a des gens qui travaillent sur une partie de la problématique et qui ensuite peuvent aider à étendre la compétence. Et sur la compétence, je crois qu'on a des gens vraiment pas mal. Juste, je voudrais une petite précision. Dans la consumérisation des terminaux, qui est un mot qui ne se traduit pas en français, il y a le BIOC, donc Bring Your Device, Bring Your Own Computer. Les gens amènent leur opérateur aussi, avec leur abonnement. Vous aurez la capacité de sécuriser ces téléphones qui ne sont pas sur votre réseau? Pour tout vous dire, ouais. J'ai pas le choix. De toute façon, en international, j'ai pas le choix. Malgré toute notre ambition, on n'est pas opérateur de réseau mobile grand public partout dans le monde. Donc, de toute façon, nos clients ont besoin de solutions multi-opérateurs. Après, on fait mieux si on est chez soi, c'est sûr. Il y a certaines choses qu'on sait faire quand on est opérateur du réseau mobile, qu'on ne sait pas faire quand on n'est pas opérateur du réseau mobile. Donc là, il y a un sujet à travailler, mais qui se travaillera dans le temps, qui se travaillera aussi dans les standards, parce que la problématique, on n'est pas les seuls à l'avoir ici. Mais sur le court terme, avoir un niveau de service qui soit meilleur. Prenez une entreprise française avec des données de sécurité importantes. Si on arrive à sécuriser pour la masse de ses employés dans un certain nombre de pays d'Europe via FreeMove, ou dirais dans les pays où on a un vrai partenariat étroit, et puis en France en particulier, et qu'on arrive à minima à interdire un certain nombre de fonctionnements hors de la zone principale, on a déjà une offre qui a une certaine valeur et qui est plus forte que celle de n'importe lequel des concurrents que vous avez mentionnés auparavant. Et puis deuxième chose, nos offres de device management, ça en fait 2 qu'on gagne dans les 6 derniers mois où on n'avait pas les SIM. Voilà. Donc on a fait ce qu'il fallait pour que mentalement on soit capable de le vendre sans le vendre uniquement comme une option du mobile. Et ça nous permettra, et c'est un choix explicite, comme on veut se développer là-dessus, on veut marcher sur 2 pieds dans le secteur de la sécurité et donc offrir des solutions de sécurité qui sont dégroupées de l'accès, entre guillemets, dans un certain nombre de cas.